Alors, bonsoir ou bonjour et bienvenue à cette autre réflexion vaccinale. La première portait sur l'option de vacciner ou pas ses enfants. Et ce soir ou cet après-midi, dépendamment quand vous écoutez, on va parler des nouvelles statistiques qui sont apparues, entre autres, en Israël et essayer de comprendre ce que ça signifie en termes de couverture vaccinale, en termes de troisième dose et de sa potentielle efficacité ou inefficacité. Alors, sans plus tarder, je vais essayer de ne pas trop m'étirer dans le temps, donc on va tout de suite passer à la présentation. Je vous ai préparé, comme d'habitude, une présentation PowerPoint. Vous avez toutes les références dans le PowerPoint et également, vous les aurez en haut de la vidéo, ainsi que mes autres chaînes, mon compte PayPal et les différentes façons de me suivre et de supporter mon travail. Donc, bienvenue à cette réflexion vaccinale. Alors, pourquoi on s'intéresse à Israël? Eh bien, c'est que Israël est une situation particulière parce qu'ils ont été dans les premiers à adopter la vaccination massive. La couverture vaccinale est parmi les plus élevées au monde et ils ont une exclusivité avec Pfizer. Donc, c'est comme une espèce d'étude clinique à grande échelle. Donc, c'est très intéressant de regarder ce qui se passe là-bas et je pense qu'ils font un travail intéressant au niveau des compilations de statistiques. Alors, on va aller voir ce qui se passe. Entre autres, bon, on va parler ce soir d'inoculation, d'injection ou de V dans l'objectif d'essayer de contourner la censure. Vous savez qu'on ne peut pas dévier aucunement du narratif dominant en ce moment et qu'on fait l'objet de censure, d'harcèlement, de menaces et de tout ce que vous voulez. Alors, c'est la façon qu'on peut essayer de contourner l'intelligence artificielle qui recherche ce type de vidéo. Donc, le V n'empêche vraiment pas la propagation du virus. On le savait, les pharmaceutiques nous le disent depuis le début. Par contre, on nous avait dit que ça va réduire la gravité des cas, les admissions à l'hôpital, etc. Et on voit que ce n'est pas nécessairement le cas. Les dirigeants en Israël sont très au courant de cela, mais ça ne les empêche pas d'exiger le fameux booster ou la troisième dose afin de maintenir le passeport vaccinal à jour et tout ça. Pourtant, cette pratique n'est pas recommandée par l'OMS, ni d'ailleurs par la Food and Drug Administration, la FDA des États-Unis, qui vient de voter contre, sauf pour certaines catégories de personnes, les immunosupprimés, etc., mais ils n'encouragent pas le booster à large échelle. On en parle au Québec, on l'a aussi autorisé pour les personnes immunosupprimées. Je n'ai aucun doute qu'on viendra à le recommander à plus large échelle. Vous allez comprendre pourquoi au cours de la présentation. C'est vraiment problématique parce que, comme vous le savez probablement, les 3 doses n'ont fait l'objet d'aucune étude clinique. Il y a plus de 2 millions de boosters qui ont malgré tout été administrés en Israël seulement. Et dans un premier temps, ça semblait fonctionner, mais vous allez voir que c'est un petit peu plus complexe que cela et on va réfléchir à ce que ça veut dire pour nous. Alors, je dois vous mentionner le dégagement de responsabilité. Évidemment, je partage mon information, l'information que je retrouve dans des sites auxquels tout le monde a accès. Mes références sont toujours citées, mais ça ne remplace pas l'avis de votre médecin, ça ne vise pas à prévenir, traiter, guérir, diagnostiquer aucune maladie. Et je vous invite à vous responsabiliser par rapport à votre santé et à consulter les professionnels concernés. Et également, vous mentionnez que le document est ma propriété intellectuelle. Donc, c'est fait. Petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas. Vous m'avez peut-être découvert grâce à un partage de vidéos ou de références. Donc, mon nom est Chantal Dumas. Je suis naturopathe agréée en pratique clinique depuis 22 ans. La présentation est en mon nom personnel, n'engage aucunement mon association ni les compagnies pour lesquelles j'effectue du travail en tant que conseillère médicale, ni les médias avec lesquels je collabore. Donc,
c'est vraiment mon opinion personnelle. Si vous voulez savoir un peu plus qui je suis, vous pouvez consulter mon site web. Je suis aussi formée en anthropologie médicale, donc mes techniques de recherche proviennent notamment de ma formation d'anthropologue. Alors, où en est-on par rapport à la vaccination? Eh bien, selon le site de Statista, on peut voir qu'Israël est parmi les pays les plus vaccinés au monde. On parle d'un taux de vaccination de 166 par 100 personnes. Évidemment, 166 parce qu'on a plus d'une dose d'administré, ce qui fait qu'on est au-delà du 100 En comparaison, le Canada est à 143,88. On est quand même aussi parmi les pays assez vaccinés, mais quand même pas mal plus bas. Et petite note intéressante, Cuba est en haut de nous. Cuba est plus vacciné parce que Cuba produit aussi son propre vaccin. En produit quelques-uns. Donc, voilà, Israël, comme vous le savez, comme je l'ai mentionné, a un accord exclusif avec Pfizer et ce vaccin, c'est en voie de changer, mais à l'heure actuelle, il est encore en termes d'autorisation d'utilisation d'urgence. Et ça, il faut bien comprendre ça parce que c'est une des raisons pour lesquelles on a tout supprimé l'information par rapport à l'hydroxychloroquine, l'ivermectine dernièrement, tout traitement naturel ou alternatif, parce que si on devait trouver un médicament efficace contre la COVID, on devrait retirer l'autorisation d'urgence de ces vaccins. Donc, évidemment, pour le moment, hein, on essaie de maintenir toutes ces informations. Il y a toutes sortes de stratèges dont je pourrais vous reparler afin de maintenir l'autorisation d'urgence de ces vaccins. Selon un document de l'OMS dont vous avez la référence, on nous dit qu'à l'heure actuelle, on ne dispose d'aucune donnée probante sur la nécessité de recevoir une ou plusieurs doses de rappel de ce vaccin après avoir terminé la série de 2 doses actuellement recommandées. Donc, l'OMS ne recommande pas la 3e dose, ne le recommande pas non plus parce que, comme la planète entière n'est pas vaccinée, ils disent, bon, on devrait donner une chance à tout le monde avant d'aller vers la 3e dose. Et dans le même document, ils mentionnent aussi qu'on devrait utiliser les 2 mêmes produits pour les injections. Et c'est pour ça qu'il y a des pays ou des lignes aériennes ou de croisières qui ont refusé des Canadiens, des Québécois, entre autres, qui avaient fait des mix and match de vaccins. C'était très particulier, ça, quand on a accepté ça. Je ne comprenais pas trop l'affaire parce que, justement, les 2 produits n'ont pas été utilisés ensemble, ne sont pas nécessairement interchangeables. Ils le sont peut-être, mais on n'a pas les données probantes pour supporter ce genre d'intervention. Donc, aucune donnée probante concernant une ou plusieurs doses de rappel non plus. Alors, on va regarder d'une manière générale la courbe des cas positifs en Israël depuis mars. Évidemment, les chiffres ont commencé à être compilés là, à la fin janvier, mais par le temps que c'est reporté sur un graphique, on voit donc la première montée là, qui a eu son apogée quelque part au mois de septembre à peu près, là, septembre 2020. Donc, avant la vaccination a commencé à la fin décembre, début janvier en Israël. Donc, on voit que l'épidémie était en train de se résorber d'elle-même. Vous voyez la grande chute là, en allant vers le mois de novembre, avant qu'on introduise les premiers vaccins. On introduit le vaccin décembre-janvier. On voit un pic de cas positifs à la fin janvier, au début février. Il commence à descendre, il remonte, il redescend, il remonte. Donc, il y a de la vaccination au travers de ça. Et on arrive à l'été, évidemment, comme l'année précédente, on voit qu'il n'y a presque pas de cas. Et on commence il y a eu des 2e doses d'administration, on commence à administrer les 3e doses en Israël à la fin du mois d'août 2021. Et suite à l'administration de la 3e dose, et je ne dis pas que c'est la faute de la 3e dose, mais je vous dis qu'en termes de chronologie, il y a quand même une association. Donc, suite à l'administration de la 3e dose, qu'est-ce qu'on voit? Un grand pic qui s'élève encore plus haut, donc plus de cas positifs après 3 doses dans certains cas. C'est pas tout le monde en Israël qui a eu sa 3e dose, mais donc on voit une importante remontée qui culmine autour du 14 septembre, qui redescend un peu, qui a l'air reparti pour remonter. Donc, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là.
Donc, ici, j'ai mis des commentaires. Bon, vous voyez, la référence là, est la même tout au long. C'est des chiffres qui proviennent de Johns Hopkins University qui sont publiés sur le site de Our World in Data. Et c'est toujours le même lien, il y a différents tableaux. Et les tableaux sont interactifs, mais donc, pour pas faire un paquet d'exemplaires des mêmes diapositives, je vous ai écrit les dates à la main, mais vous pouvez vérifier toutes les dates dans les tableaux. J'ai simplement condensé pour que ça soit plus simple à comprendre et plus facile à vous l'expliquer. Donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'au mois de mars 2020, ça commençait vraiment les cas positifs. Donc, on avait une chute qui est survenue autour du 20 mai. Donc, ça avait commencé février, mars, en mai. Donc, première chute qu'on a vue arriver. On avait environ 17 cas positifs par jour, mais on n'avait pas encore le vaccin. À la même date, l'année suivante, donc au mois de mai cette année, où on avait donné minimalement une dose, dans certains cas 2 doses, à la population, qu'est-ce qu'on a? 20 cas par jour. Donc, on a plus de cas après la vaccination qu'on en avait avant, à la même date au mois de mai en Israël. Au mois de juin, là, ça a baissé un petit peu plus. On est rendu à 16 cas. Et on voit donc qu'avec une population doublement vaccinée, on est sensiblement au même taux de positivité qu'on l'était l'année d'avant. Et ça, c'est avant, évidemment, là, la remontée dont je viens de vous parler. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce que les chutes des cas positifs sont attribuables au grand V? Eh bien, comme on l'a dit, le 20 mai 2020, il n'y avait pas encore de vaccination. Il y avait 17 cas, donc les cas avaient diminué naturellement. On a eu une remontée à 20 cas en 2021 suite à un vaccin et demi, on va dire, parce que la moitié de la population avait les 2 vaccins. Donc, on voit que 62 de la population avait au moins une dose et 58 avaient 2 doses et on avait 20 cas par jour de positivité au 20 mai 2021 et au 20 juin, on était redescendu à 16. Donc, juste un cas en deçà suite à 2 vaccins de ce qu'on était avant l'arrivée du vaccin. Donc, on voit souvent ça dans plusieurs cours d'épidémiologie, qu'on essaie d'attribuer la disparition de plusieurs maladies à l'introduction des vaccins, mais qu'est-ce qu'on voit? C'est que les courbes étaient déjà descendantes avant qu'on introduise les vaccins. Et dans ce cas-ci, on voit qu'il y a ensuite de l'introduction, encore une fois, une courbe descendante, mais on peut se demander est-ce que cette courbe serait de toute façon descendante parce qu'on arrivait à l'été, on est dehors, l'air circule plus, on cohabite plus, on est plus exposé à la lumière solaire, donc on fabrique plus de vitamine D. On ne le sait pas. On ne le sait pas. On peut avoir des hypothèses, mais ce qui est certain, c'est qu'avant le vaccin ou après 2 doses de vaccin, on est au même taux de positivité sensiblement. C'était avant le pic de septembre. Donc, voici pour, je vous ai reporté donc l'avènement des injections à travers les cas quotidiens. Et donc, c'est vraiment ce qu'on voit. On a eu la première chute sans l'injection. Ensuite, il y a eu une remontée. Et ensuite, on a eu une redescente qui s'est faite naturellement. Et on a introduit le V au mois de décembre. Les cas ont continué de monter et ils ont commencé à chuter. Donc, on peut dire, est-ce que c'est le V qui commençait à faire effet? Ça pourrait être une hypothèse intéressante, sauf que, qu'est-ce qu'on voit? C'est que même quand on continue d'administrer, mais que l'automne arrive à nouveau et qu'on en est au booster, on a une remontée spectaculaire des cas positifs. Donc, on a au 14 septembre 11 000 cas positifs par jour en moyenne en Israël, qui est de loin le plus grand nombre de cas positifs, et ce, après que la majorité de la population ait reçu les 2 doses et dans certains cas, 3 doses. Alors, c'est quand même intéressant de regarder. Ici, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai changé
la durée de temps pour qu'on puisse aller voir plus en détail qu'est-ce qui s'est passé. Donc, au lieu de la prendre depuis l'an passé, j'ai pris la courbe tout simplement à la fin du mois d'août jusqu'à la fin du mois de septembre pour qu'on voit plus en détail là, la montée, la redescente. Et on voit que il y avait environ 7300 cas par jour positifs. Le booster est arrivé et on est monté à 11 000 cas positifs par jour. Dans la répartition, j'aurais peut-être dû vous mettre ce tableau-là aussi, mais on voit que dans les cas positifs, il y a plus d'enfants qu'il y en avait avant. Donc, ça, c'est un petit peu l'argument qu'on essaie de nous vendre pour nous dire, oui, c'est vrai, il y a eu un gros pic, ils sont full vaccinés, puis il y a beaucoup de cas positifs, mais c'est pas des cas nécessairement graves. Alors, c'est là qu'on va aller voir, ici, ouais, c'est ça. On va aller voir qu'au niveau des décès, les décès aussi ont remonté. Fait que c'est pas vrai que c'est juste des enfants puis que c'est pas des cas graves. On vous donne les cas d'hospitalisation aussi, où on vous donnait pas juste les cas ouais. Donc, les cas de décès, il me semble que je vous avais mis les cas. Oui, c'est ça. On a les cas d'hospitalisation également. Donc, au niveau des cas de décès quotidiens, on avait 39 décès par jour dans le premier pic qui est survenu donc au 14 octobre 2020, avant l'introduction du V. On a descendu, donc les décès ont diminué, la courbe s'est aplatie et on a introduit au mois de décembre les premiers vaccins. Le 25 janvier, on a le pic le plus haut à 65 décès par jour. Ensuite, ça redescend rendu à l'été, comme ça l'avait fait la fois d'avant. Ça redescend. Et au 14 septembre, on a une remontée, donc suite au deuxième et même au troisième vaccin, à 33 décès par jour, donc presque au même niveau qu'on était avant l'avènement des V. Au niveau des admissions à l'hôpital, c'est la même chose. Donc, encore une fois, c'est vrai que c'est des personnes plus jeunes, mais c'est pas nécessairement vrai que les cas sont plus légers parce que regardez, qu'est-ce qu'on voit au niveau des soins intensifs. On parle pas juste ici de ceux qui sont allés à l'hôpital se faire tester, on parle des admissions aux soins intensifs, donc une courbe qui ressemble à la courbe épidémiologique et une courbe qui ressemble aussi à la courbe des décès. Donc, il y avait moins de cas avant l'introduction du vaccin. On met le vaccin, les cas augmentent, on met le booster, les cas augmentent aussi encore une fois. Donc, qu'est-ce qu'on voit au 27 septembre 2020, avant le V, on avait 1700 cas par jour. Au 17 janvier, suite à l'introduction du premier V, on a 1983 cas par jour. Et ensuite, au 29 août, on est à 1456. Donc, c'est intéressant. Autre chose, on veut aussi nous vendre l'idée que les cas d'hospitalisation surviennent toutes chez des personnes non injectées. Et c'est pas ça du tout que nous révèlent les statistiques. En Israël, on parle de 60% des cas d'hospitalisation chez les personnes pleinement vaccinées. Ça veut dire 2 à 3 doses. 60% des cas, les amis. Donc, c'est pas vrai que les cas positifs, c'est juste des enfants qui n'étaient pas vaccinés. C'est pas ça du tout que les statistiques nous démontrent. Alors, en résumé, la première vague est descendue sans intervention du V. Professeur Raoult, si vous regardez ses vidéos, a constaté exactement la même chose, que quand on a introduit le V, on était déjà dans une courbe largement descendante de cas positifs. Le V a débuté à la fin décembre 2020. La deuxième vague est descendue avant le V. Ensuite, elle est descendue la deuxième fois avec le V, mais est-ce qu'elle serait descendue de toute façon? Et la troisième vague en août-septembre 2021, le booster a été introduit autour de la troisième semaine d'août. Donc, la troisième vague est arrivée après l'introduction du booster. Au début, ça semblait ralentir les hospitalisations, mais ça n'a pas duré. Comme vous voyez, après ça, là, on a une montée des hospitalisations et des décès. Et le 14 septembre, c'est le plus grand nombre de cas qu'on n'a jamais vu en Israël après la troisième dose. Il y a des cas de soins intensifs et des décès qui ont commencé, évidemment après les diagnostics, parce que
les gens sont diagnostiqués positifs, puis après, ils sont hospitalisés, puis dans certains cas, ils décèdent. Et donc, 60% des hospitalisés sont pleinement vaccinés. Alors, encore une fois, je ne vous dis pas qu'il y a un lien de cause à effet. Je ne vous dis pas que c'est l'introduction du vaccin qui a fait survenir la deuxième vague, puisqu'il y a eu un aplatissement de la deuxième vague suite à l'introduction du vaccin en décembre 2020. Par contre, ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de l'efficacité, c'est clairement pas là. Une des explications qu'on donne, c'est que comme ils ont commencé plus tôt à être inoculés, leur injection est en train de perdre son effet. Donc, évidemment, c'est un discours qui fait l'affaire de Big Pharma et des autres qui bénéficient de ce commerce. Mais qu'en est-il pour nous? Est-ce que d'un point de vue de notre santé, c'est une bonne chose? Est-ce qu'on a les données probantes nécessaires à faire ce type de recommandations? Dans ma tête à moi, c'est clair que non. C'est très prématuré pour sauter aux conclusions. Et quand on a mis 2 couches puis ça n'a pas fait le travail, puis que là, on en met une 3e couche puis ça l'augmente encore plus, est-ce logique de recommander la 3e couche à tout le monde? On n'a aucune preuve de l'efficacité de cette 3e dose. Même les chiffres semblent nous dire que c'est pas nécessairement une bonne idée. Et qu'est-ce qu'on a? On a le président d'Israël qui dit « Préparez-vous pour la 4e dose! » Alors, je vous demande, les amis, quelle est cette logique de proposer une 4e dose lorsqu'on semble pas avoir d'efficacité démontrée pour la 3e? Quelle est la logique d'exiger cette 3e et cette 4e dose pour conserver un passeport vaccinal actif, et quelle est même la logique du passeport vaccinal? Puisque, comme on le sait, les personnes doublement vaccinées peuvent transmettre quand même, d'abord peuvent attraper et peuvent transmettre le virus. Et quelle est la logique de créer cette ségrégation au niveau de la société, toutes ces privations de liberté, puisque on ne protégera pas davantage les personnes inoculées en les mêlant pas aux personnes qui ne sont pas inoculées, puisqu'ils peuvent s'infecter entre eux. Et l'autre point à considérer là-dedans, c'est que pour pouvoir être infectieux, ben, il faut être malade, il faut déjà être porteur. Donc, ce n'est pas le fait d'être inoculé ou pas qui nous rend dangereux, c'est le fait d'être malade. Donc, vraiment, cette logique de ségrégation ne tient absolument pas la route. En plus, à la lueur des nouvelles données qu'on a par rapport à ce qui se passe en Israël, et ce qu'on dit tout le monde depuis le début, qui essayons de comprendre cette logique de vouloir priver de liberté les personnes en santé, alors qu'on devrait plutôt isoler, prendre un soin particulier des personnes vulnérables et non pas isoler des personnes en pleine santé. Si de toute façon l'inoculation fonctionne, quel est le danger d'exposer les personnes inoculées aux personnes non inoculées? Et si on doit inoculer les non-vax pour protéger les vax, à quoi sert le vax? Et si ça ne sert pas, pourquoi on en est à la 3e et peut-être même la 4e dose? Donc, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on doit faire porter le poids d'un traitement aux personnes non malades pour protéger celles qui ont pris le traitement. Vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. En tout cas, j'espère que vous voyez bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, on vous demande de nous préparer pour la 4e dose, mais quelle est la logique de ça? Si on se fie à ce que nous disait Einstein, la définition de la folie, c'est de refaire toujours la même chose et d'espérer des résultats différents. Donc, évidemment, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on n'est pas en présence de pure folie? Et on aurait tendance à dire oui, mais je vais vous dire, ça dépend de quel côté de la clôture on se place. Parce qu'évidemment, si vous êtes du côté de Big Pharma et des cadres qui se sont enrichis avec la 1e et la 2e,
dose, vous, évidemment, allez supporter l'utilisation de la 3e, de la 4e, de la 100e, de la 200e. Et ça, je garde cette information pour la prochaine réflexion vaccinale qu'on va faire ensemble. Alors, je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté, de partager. Et si vous aimez mon travail, je vous invite à contribuer à mon compte PayPal. Vous avez le lien avec la vidéo. Alors, je vous dis à une prochaine. Réfléchissons avant de piquer. Bye bye.